Radio Alpa, l'alternative. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. L'actualité, on en parle Tic-tac, tic-tac, tic-tac. avec Jean-Yves Breteau et son invité. Tic-tac, tic-tac. Et cette semaine, l'actualité, on s'en parle avec Éric Jamet, co-secrétaire du Parti de gauche de la Sarthe et membre du mouvement de soutien à la candidature de Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, pour la présidentielle 2017. Bonjour Éric Jamet. Bonjour. Alors ce week-end, près d'1 millier de sympathisants de Jean-Luc Mélenchon étaient réunis dans une banlieue du nord de la France, et plus précisément à Saint-André-les-Lilles, dans une ancienne usine textile. Cette première convention avait pour objectif de consulter les soutiens de son mouvement La France insoumise en vue de désigner les priorités du programme présidentiel. Jusqu'à dimanche matin, plus de 11 300 de ses membres ont donc sélectionné dans un programme une dizaine de mesures à mettre en valeur, et avec 48% des voix, le refus du traité de libre-échange en cours de négociation avec les États-Unis, le TAFTA, et celui déjà abouti avec le Canada, le CETA, arrive en première place. Alors Éric Jamet, on évoquera bien sûr dans quelques instants les autres priorités emblématiques qui ont été désignées en vue de ce programme présidentiel. Mais n'est-il pas étonnant que ce soit le traité du TAFTA qui sorte comme la priorité des priorités, alors que les questions de l'emploi et de l'immigration sont des thèmes qui s'imposent déjà dans les programmes de d'autres candidats? Eh bien, si vous voulez, le TAFTA et le CETA, donc le TAFTA, c'est le traité avec les États-Unis, et le CETA avec le Canada, c'est quelque chose qui paradoxalement commande tout le reste, puisqu'en fait ça va gérer les échanges de la France et de l'Europe avec les États-Unis, avec le Canada, mais ça va lui imposer toute une série de nouvelles normes, et en règle générale plutôt les abaisser, que ce soit en matière alimentaire ou en matière culturelle. Et ensuite, ça va imposer quelque chose contre lequel on se bat, c'est le tribunal arbitral. C'est-à-dire qu'un État, une compagnie privée pourra porter plainte contre un État en disant, voilà, vous avez abandonné par exemple la possibilité d'exploiter les gaz de schiste, eh bien nous souhaitions investir 1 milliard là-dedans. Et bien maintenant, on vous demande de nous rembourser le milliard. Et nous, on pense que c'est un déni démocratique, et que donc voilà, c'est pour ça que ça a été mis en numéro 1 de cette liste. Alors, le troisième thème prioritaire concerne la refondation démocratique des traités européens. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par refondation démocratique ? Eh bien, si vous voulez, on pense qu'aujourd'hui, les traités, l'Europe telle qu'elle est, empêcherait un gouvernement progressiste de légiférer, tout simplement. Pourquoi ? Parce que, curieusement, c'est pas le cas de l'Allemagne, a été introduit dans la Constitution de la Ve République la primauté du droit européen sur le droit français. Ce qui veut dire que, imaginons que le Parlement français prenne des mesures législatives, que ces mesures soient jugées contraire à la Constitution, et bien par exemple l'opposition pourrait saisir le Conseil constitutionnel, et donc on serait contraint à ne pas appliquer notre programme. Donc nous on préfère le dire clairement, si les électrices et les électeurs choisissaient la France insoumise, eh bien il va de soi que nous on appliquera notre programme, on aura mandat du peuple pour cela, et donc s'il faut discuter avec l'Europe, on leur dira, écoutez, voilà, nous on a un mandat populaire, donc ou vous nous laissez appliquer notre mandat, nos propositions, ou bien on sera amené à ce moment-là à peut-être quitter l'Union européenne. Il faut donc en déduire que le Parlement français est au-dessus du Parlement européen ? Oui, pour nous, le Parlement français doit être au-dessus du Parlement européen. Le peuple doit être souverain. D'ailleurs, il l'est en Allemagne. En Allemagne, il y a une cour constitutionnelle, mais les parlementaires allemands, quand ils votent, leurs lois sont applicables, même si elles sont contraires aux lois européennes. Il n'y a pas la primauté du droit européen en Allemagne. Quitter l'Union européenne, est-ce que vous en avez apprécié toutes les conséquences ? On voit celle, entre autres, qui s'annonce avec le Brexit des États-Unis, de l'Angleterre. Alors aujourd'hui, notre mot d'ordre, c'est pas de quitter l'Union européenne. Aujourd'hui, notre mot d'ordre, c'est de dire
si nous arrivons au pouvoir, nous négocierons avec nos partenaires, nous discuterons avec eux, nous discuterons avec l'Allemagne, avec l'Italie, avec l'Espagne, et nous leur dirons, voilà, le peuple français ne souhaite pas continuer à casser les services publics, à brider à accepter l'agriculture telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Donc on posera les questions sur la table comme ça. Bon. Et puis on verra ce que nous diront nos partenaires. Ou, on ne sait pas, peut-être qu'ils accepteront de discuter avec nous et qu'on trouve un modus vivendi pour que l'Europe puisse continuer à fonctionner. Mais si nos partenaires disent non, il n'y a rien à faire, on est prêt, on appliquera ce qu'on appelle chez nous le plan B, c'est-à-dire celui de quitter l'Union européenne s'il le faut. Alors le 4e thème engage la mise en place d'un plan de transition énergétique vers les énergies renouvelables par la sortie du nucléaire. Alors chacun s'accorde à vouloir mettre en œuvre la transition énergétique, mais sans remettre totalement en cause en tout cas le nucléaire qui est, faut-il le rappeler, l'une des principales énergies en France avec laquelle on fait d'ailleurs du commerce. Est-ce qu'on peut facilement et rapidement sortir du nucléaire comme on l'écrit ? Alors, facilement, certainement pas. Nous, ce qu'on souhaite, en tout cas, dans la législature, c'est pouvoir fermer au moins 2-3 centrales nucléaires, et donc, naturellement, en amont de cela, développer les énergies renouvelables pour montrer au peuple français que c'est possible de sortir du nucléaire. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir un plan. Et il ne s'agit pas de faire un peu ce qu'ont fait l'Allemagne, c'est-à-dire de fermer les centrales et de produire du charbon. Quand vous dites former 2-3 centrales nucléaires, est-ce que vous avez déjà identifié celles qu'il faudra fermer ? En tout cas, les plus anciennes. Je pense naturellement à celle de Fessenheim. Ensuite, il y en a d'autres qui font partie des plus anciennes. Je pense qu'il faut aller vers ça, tout en disant que aujourd'hui, on ne sait pas déconstruire une centrale nucléaire. Ce qui veut dire que la question de l'emploi qui est posée si on ferme une centrale, elle est posée aussi si on déconstruit. Il faut des ingénieurs, il faut des ouvriers, des techniciens pour apprendre à déconstruire. Et là, la France pourrait être leader dans ce domaine. Cette question de l'écologie, est-ce aussi un point que vous voudriez inscrire dans la Constitution française ? Oui, nous, ce qu'on souhaiterait, verte, si les Français le souhaitent, c'est instituer la règle verte. Donc la règle verte, c'est assez simple. On part du principe que la planète est le seul écosystème sur lequel les êtres humains et tous les êtres vivants peuvent vivre. Et donc, on ne doit pas prendre à la planète plus qu'elle ne peut reconstituer. Donc ça, c'est le principe général. Après, donc ça, on souhaite l'inscrire dans la Constitution. Et après, de tout ça, doit découler la planification écologique. Si on veut faire une transition, à chaque décision qu'on prend, il faut bien qu'on vérifie si ce qu'on fait correspond à ce que je viens de rappeler. Alors comment on le mesure, ça, ne pas prendre plus que ce qu'on peut prendre ? Comment on le mesure ? Alors, on sait, tous les ans, il y a une mesure qui est faite. Et d'habitude, c'était au 31 décembre de l'année où on savait qu'on avait des savants calculs ont été menés. Et on savait qu'on avait pris ce qu'on devait prendre à la planète. Et ça recule d'année en année, puisque maintenant, c'est au mois d'août où on s'aperçoit qu'on a déjà plus prélevé que ce que la planète peut rendre. Donc le compte à rebours est commencé, ça veut dire qu'il faut aller vite maintenant. Alors un peu plus d'un tiers des votants, c'est-à-dire 35,5%, souhaitent aussi valoriser dans la campagne ce qu'ils appellent le droit de révoquer un ou une élue. Alors une question se pose, c'est sous quel motif et sous quelles conditions ? Alors, sous quel motif ? Un motif qui pourrait être, qui peut venir à l'esprit facilement des gens, c'est par exemple quand on élit un président de la République sur un programme et qu'il applique le contraire, eh bien, on pourrait estimer que, par exemple, je sais pas, tout dépend du corps électoral, mais que 10 millions d'électrices et d'électeurs pourraient demander à ce qu'il y ait une révocation. Donc, il faudrait qu'ils signent une pétition, qu'ils donnent une photocopie de leur carte d'électeur, et à ce moment-là, on pourrait engager, si ça passe, une procédure de révocation. Mais ça pourrait se faire aussi pour les députés ou pour les élus locaux.
Donc c'est uniquement sur le fait de mettre en œuvre un programme ? Alors, pas seulement de mettre en œuvre un programme. Quand on voit que siègent au Parlement des députés corrompus, bon, je ne veux pas citer de nom, mais chacun les a en tête, et qu'ils siègent toujours au Parlement, moi je dis que ça pose un problème réel de démocratie. Et là, le droit de révocation me paraît absolument nécessaire. De fait, pour ne pas être révoqué, il faut être comment ? Eh ben pour ne pas être révoqué, il faut être respectueux de la démocratie et de ses valeurs. C'est aussi simple que ça. Enfin, 28% se sont exprimés en faveur de l'instauration d'un SMIC mensuel à 1 300 € net. Et la dernière mesure retenue ce week-end comme une priorité concerne aussi la revalorisation des salaires des fonctionnaires. Alors, Éric Jamet, on va expliquer un petit peu concernant cette demande, puisque 1 300 € net correspondent pour l'employeur à un salaire brut de 1 700 €, auquel s'ajoutent les charges patronales. On arrive donc à un coût employeur à peu près de 2 300 €. Est-ce que cette augmentation du SMIC que prône le mouvement de Jean-Luc Mélenchon ne serait pas un frein finalement à l'emploi au regard d'un coût du travail que des employeurs dénoncent comme étant la cause de leur réticence à l'embauche ? Alors, l'augmentation du SMIC telle qu'on la propose, donc ça revient pour les salariés à 150 € supplémentaires. Nous, on ne croit pas du tout à l'histoire du coût du travail qui serait un frein au développement de l'emploi. On pense à contrario que c'est plutôt le coût du capital qui pose problème. On aura peut-être l'occasion d'y revenir dans le cours de la discussion, mais quand on voit le montant des dividendes versés qui ne cesse d'augmenter et le faible investissement des entreprises, moi je dis que là, c'est plutôt là où est le problème pour la création de l'emploi. Alors ça, ce sont pour les très très grosses entreprises, mais en France, il n'y a pas que des grosses entreprises, il y a aussi des artisans, des PME, des PMI qui sont donc concernés par cette mesure que vous voulez imposer. Alors, pour les PME et les PMI, le problème il est un peu différent à mon sens. Ce qui manque aux PME et PMI, c'est de remplir leur carnet de commandes. Alors, comme nous fonctionnons avec une politique de l'offre, avec un pouvoir d'achat qui s'affaiblit, avec des retraites qui s'affaiblissent aussi, nous on pense que si on donne un peu plus de pouvoir d'achat, ça permettra de développer l'économie et de remplir les carnets de commandes. En même temps, il y a aussi un rôle à jouer des consommateurs, et vous le savez qu'on achète en fonction de son pouvoir d'achat, donc on achète en règle générale là où c'est le moins cher, que le moins cher ce sont des coûts de production, et que ces coûts de production sont souvent dans des pays où effectivement ce coût du travail, donc du salariat, est inférieur à celui qui est pratiqué en France. On fait comment ? Oui, mais là, on voit bien que si on suit cette logique, ça ne peut pas fonctionner. C'est la logique que suivent les consommateurs. Hein ? Oui, c'est la logique que suivent les consommateurs, mais c'est aussi la logique que suit le patronat. C'est-à-dire, il faut toujours chercher des coûts de production moins chers, donc on délocalise, on fabrique en Inde, on fabrique en Chine, on fait venir tout ça par bateau, par avion, par camion, et on se préoccupe du coup pas du tout d'écologie, puisque le coût de CO2, il n'apparaît jamais dans les factures. Donc je pense que si on veut de toute façon arriver à nouveau au plein emploi, ce dont aucun homme politique ne parle aujourd'hui, aucun homme ou aucune femme politique ne parle aujourd'hui, il faut changer complètement de logiciel et relocaliser l'économie pour qu'elle puisse être au plus près des gens et pour qu'on puisse à nouveau redévelopper l'emploi. Mais Éric Jamet, pour avoir des bons de commande, il faut des consommateurs. Donc vous voyez, on y revient toujours. Et pour avoir des consommateurs, il faut qu'ils puissent payer. Or aujourd'hui, dans notre pays, qui est la 5e ou 6e puissance mondiale, il y a 6 millions de pauvres. Alors d'autres mesures votées par les partisans de Jean-Luc Mélenchon suivent ces 10 premières priorités. Il y a entre autres la retraite à 60 ans pour 27%, le refus des OGM et des pesticides à 26%, les 35 heures pour de vrai et aller vers les 32 heures pour 25%, la sortie de l'OTAN 24,5%, et puis le remboursement des soins de santé à 100% pour 21% des votants. Alors pour parler de l'âge de la retraite et de la durée du temps de travail, en quoi ces mesures pourraient-elles être valablement mises en œuvre alors que
pour sauver le système des projets parlent d'un départ à la retraite après 60 ans, c'est déjà acté, ou encore de prolonger la durée du temps de travail. Je pense que ça va à contrario de l'histoire, c'est-à-dire que historiquement, le temps de travail baisse. Aujourd'hui, on est sous le régime des 35 heures, mais en fait, la plupart des salariés travaillent plus que 35 heures. La France est un des pays où le taux de productivité est le plus élevé. De deux choses l'une, où on veut rester avec une masse de gens qui ne travaillent plus, qui ne peuvent pas accéder au travail parce qu'il n'y a pas d'emploi, où on essaie de trouver des solutions pour que tout le monde puisse travailler. Une de ces solutions, à mon avis, c'est incontournable, c'est le partage du temps de travail. Je crois qu'on peut pas faire autrement. C'est ce pourquoi les 35 heures d'ailleurs avaient été créées. C'était peut-être pas assez suffisant pour justement créer davantage de travail pour ceux qui en manquent. Alors, elles en avaient créé à l'époque. Je crois de mémoire, on parlait, il y avait une fourchette, je crois, entre 2 et 400 000 emplois. Donc ça a créé de l'emploi. Le problème, c'est que ça a été mal encadré, cette loi. Bon, il y a eu le problème notamment à l'hôpital. Mais ensuite, ce qui a été fait, c'est on a intensifié le temps, à l'intérieur de ce temps de travail des 35 heures, on l'a intensifié, ce qui n'était pas la meilleure solution. Donc, faut qu'on revienne à un temps de travail de 35 heures réel et aller vers les 32 heures pour aller vers le plein emploi. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ce programme a été élaboré avec la contribution de quelques 3000 sympathisants, avec des partis politiques qui ont rejoint la candidature de Jean-Luc Mélenchon, mais aussi sur la base d'une quinzaine d'auditions d'experts. Et il sera finalisé pour être publié en décembre. On peut donc parler de démocratie participative. Cependant, si Jean-Luc Mélenchon parle de cette expérimentation comme d'une stratégie révolutionnaire, il dit aussi, je cite, « La démocratie, ce n'est pas le consensus ». Est-ce que cette forme de consultation, sous forme de démocratie participative, peut donc avoir ses limites ? Non, je pense pas. Je suis d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. La démocratie, c'est le dissensus. C'est-à-dire que pourquoi on a inventé la démocratie ? Eh bien, pour que des gens qui ont des avis différents puissent en parler sans en venir aux mains. Donc, je crois que la démocratie, c'est le dissensus. Et du dissensus vient justement des idées contradictoires. Et ensuite, il faut les trancher. Et on les tranche par le vote. Donc, le consensus, c'est un arrangement au milieu, c'est ça ? Le risque du consensus, c'est d'abaisser le niveau de ses exigences. Donc, moi, je préfère le dissensus, c'est-à-dire que si on n'est pas d'accord en démocratie, on a le droit de pas être d'accord. Une loi est votée, on la respecte. Mais on a le droit de continuer à se battre pour la changer. Alors ceci, c'est bien sûr en vue de ne pas déroger aux obligations que se donne le parti de gauche, entre autres, et le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire d'être véritablement comme une force de proposition de mesures très à gauche. Alors, je ne sais pas si c'est des mesures très à gauche. Elles ne sont pas très à droite, en tout cas. Ça, je vous l'accorde bien volontiers. Je pense que ce sont des mesures qui vont dans l'intérêt général, c'est-à-dire on part des besoins des gens sur le terrain, et puis on essaye d'avancer. Nous, ce qu'on veut, c'est réellement changer cette société pour que tout le monde puisse vivre normalement de son travail. Voilà, c'est aussi simple que ça. Est-ce qu'on peut dire que l'idée est de respecter le programme qui sera collectivement élaboré sans que le candidat ne puisse en déroger ? Vous pouvez compter sur les insoumis, en tout cas tous ceux qui participent, les 130 000 personnes qui sont inscrites sur la plateforme JLM 2017. Pour vérifier cela. Et puis ensuite, n'oubliez pas que nous souhaitons qu'il y ait une constituante et qu'on élira des députés, que le peuple élira des députés constituants. Et donc, dans la Constitution, seront inscrits toute une série de droits nouveaux qui permettront aux gens d'avancer. Comment s'est mise en œuvre cette démocratie participative ? Il y avait à la fois ceux qui étaient sur place, mais aussi ceux qui pouvaient s'exprimer à travers Internet ? Voilà, c'est-à-dire qu'à la fois, si vous voulez, les gens
gens qui étaient présents à la convention, donc eux participaient en direct, et puis la convention a été suivie par Internet, en streaming, par plusieurs dizaines de milliers de gens, et donc ils pouvaient intervenir par mail, par texto, par SMS, pour donner leur point de vue au fur et à mesure. Alors Jean-Luc Mélenchon a déjà recueilli 266 parrainages sur les 500 qui sont requis pour se présenter à une présidentielle. Selon un sondage IFOP qui est paru ce dimanche pour le journal du dimanche, il est la personnalité politique qui représenterait le mieux les valeurs de la gauche à la présidentielle pour 34% des Français, se disant bien sûr de gauche. Un sondage qui le positionne devant Emmanuel Macron, François Hollande ou encore Arnaud Montebourg qui eux font 19% chacun. Alors d'autres sondages existent et placent le député européen entre 14 et 15% d'intention de vote. Est-ce que de fait, avec ces résultats, Jean-Luc Mélenchon devient donc un candidat légitime ? Je pense qu'il était légitime avant, parce que s'il ne l'était pas, que pourrait-on dire des autres ? Donc, bien sûr que Jean-Luc Mélenchon est un candidat légitime. Il est soutenu donc par 130 000 personnes qui se sont engagées dans la France insoumise. Je pense qu'on aura sans trop de difficultés les 500 signataires. Enfin, j'en appelle quand même aux élus. Je sais qu'il y a beaucoup de pressions qui sont faites pour qu'ils ne donnent pas leur signature. On leur demande pas de soutenir Jean-Luc Mélenchon, on leur demande juste de lui permettre de se présenter. Éric Jamet, si je vous pose la question, c'est parce que quand Jean-Luc Mélenchon a lancé son mouvement, la France Insoumise, bon évidemment c'est sous son nom qu'il a porté le lancement de ce mouvement, mais à un moment il disait aussi « je ne serai peut-être pas le candidat qui représentera ce programme de la France Insoumise ». Oui, parce que on est jamais sûr de rien. Il a lancé sa candidature en février. Je crois que c'est à peu près à la même date qu'il l'avait lancé en 2012. Après, naturellement, il faut qu'il y ait un écho. L'écho est vite revenu. Donc, la candidature de Jean-Luc Mélenchon s'est installée et continue de s'installer dans le paysage politique du pays. Éric Jamet, vous êtes membre du mouvement de soutien à la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce qui vous séduit chez ce candidat ? Écoutez, moi, ce qui me séduit, c'est la cohérence du programme. C'est-à-dire, on ne peut rien faire s'il n'y a pas plus de démocratie. Donc ça marche avec la Constituante, aller vers une 6e République. Si on le veut avancer, il faut une rupture. Il faut répondre à l'urgence écologique, il faut répondre à l'urgence sociale. Je ne parle pas des problèmes internationaux, mais avec ça, on a un cadre politique qui me paraît opérationnel. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Le Parti communiste est lui aussi en train de consulter pour construire un programme participatif. Jean-Luc Mélenchon a d'ailleurs appelé ce week-end les communistes au rassemblement en leur demandant, je cite, d'arrêter de pinailler. Est-ce qu'il n'a pas de fait à imposer à ses alliés du Front de gauche sa vision de la présidentielle 2017 quand, sans consulter, il s'est déclaré candidat en lançant effectivement en février dernier son mouvement La France Insoumise ? Alors bon, ça fait partie un peu d'un mythe. Il est évident que avant d'annoncer sa candidature en février, Jean-Luc Mélenchon en avait parlé avec les leaders du Front de gauche, que ce soit Pierre Laurent, Clémentine Autain ou d'autres. Le problème qui se posait alors pour le Parti communiste, c'était de savoir s'il participerait ou non à la primaire de la gauche. Donc à partir du moment où le Parti communiste pensait à l'époque participer à la primaire de la gauche, y compris donc avec François Hollande, eh bien pour Jean-Luc Mélenchon les dés étaient jetés, il fallait avancer. Vous imaginez qu'on est déjà au mois d'octobre. Si Jean-Luc Mélenchon n'était pas dans le paysage politique aujourd'hui comme candidat déclaré, eh bien il n'y aurait personne à gauche pour défendre un programme. Alors ça c'était en janvier, c'était un appel d'une primaire de toute la gauche, Oui. de la plus libérale, on va dire, à la plus extrême. C'était à ça que voulaient participer les communistes. Oui. Pas vous ?
Non, pas nous, parce que il y a une règle simple dans la primaire, c'est pas nous qui l'avons édictée, c'est que si on s'y présente, on doit accepter le candidat qui arrive en tête, ce qui me semble d'ailleurs Une évidence. Voilà, une évidence, et il faut être loyal quand on participe à quelque chose, il faut être loyal. Donc Jean-Luc Mélenchon a préféré dire tout de suite que il était impensable pour lui d'accepter de soutenir un socialiste libéral comme François Hollande ou comme Manuel Valls ou comme Macron, si Macron s'était présenté à une primaire. Parce que, je veux dire, d'abord, ça serait se renier, et puis alors là, pour le coup, les électeurs ne comprendraient rien du tout à ce qui se passe, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, ça aurait obligé, je dirais, un candidat comme Jean-Luc Mélenchon, s'il avait participé à cette primaire de toutes les gauches, finalement, à admettre le programme du candidat qui aurait sorti de ces primaires. Évidemment, oui, bien sûr. Comment vous échangez localement, sur le département de la Sarthe, avec justement vos alliés du Front de gauche sur ces questions-là? Alors, de fait, objectivement, à ce jour, on n'a jamais évoqué avec les communistes sartois ou avec nos autres alliés, je pense à ceux d'Ensemble, la question des présidentielles, en tout cas dans des réunions officielles entre nos formations. Donc pour l'instant, là-dessus, il n'y a pas de discussion. On travaille ensemble sur le terrain, mais la question des présidentielles n'est pas sur la table. Est-ce que s'il devait y avoir un candidat qui représente le Parti communiste, ça pourrait faire ombrage à Jean-Luc Mélenchon ? Écoutez, moi je pense que non. Je pense que ça ajouterait sans doute à la confusion. De mon point de vue, j'en vois pas l'intérêt parce que programmatiquement, on est quand même malgré tout assez proches. Justement. Donc je vois pas l'intérêt. En plus, je vois pas l'intérêt qu'aurait le Parti communiste à savonner la planche d'un candidat qui pèse aujourd'hui 12, 13, 14% dans les sondages, quoi. C'est-à-dire, ou alors on veut perdre, quoi. Alors, Éric Jamet, ma question est encore plus précise. Bon, il y a eu la fête de l'humanité. On sait que le Parti communiste consulte aussi en vue de l'élaboration d'un programme commun. Est-ce que ça veut dire que ce programme commun pourrait être à un moment dans le programme que défend le mouvement de Jean-Luc Mélenchon ? Si vous voulez, jusqu'à présent... Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, je vois bien. Jusqu'à présent, en fait, ce qui nous liait dans le Front de gauche, c'est un programme qui s'appelle l'Humain d'abord. Or, précisément, la France insoumise, ce qui est tout à fait normal, puisque le candidat d'alors était Jean-Luc Mélenchon, est parti du programme l'Humain d'abord pour le vivifier, amener les éléments nouveaux qu'on souhaitait y amener. Donc, d'un point de vue programmatique, alors après il y a des questions, le nucléaire, des choses comme ça, bien que le Parti communiste soit divisé sur cette question en interne, il y a des communistes qui sont aussi pour l'abandon du nucléaire, hein. Donc, mis à part quelques grands dossiers comme ça, il n'y a pas de divergence majeure. Donc je ne comprends pas pourquoi nos camarades communistes ne viennent pas travailler avec nous. C'est un appel que vous leur lancez ? Oui, mais bien sûr. En même temps, ils peuvent vous dire pourquoi vous ne nous avez pas attendu. Parce que si vous voulez, le temps passe, les élections, le premier tour est au mois d'avril. Il y avait un mois. Hein. Voilà, mais si vous voulez, nous, on sait qu'une campagne, c'est long. Pour installer une candidature dans le paysage politique de ce pays, il faut du temps. Et ça, tout le monde le sait. On ne peut pas s'y prendre un mois à l'avance. Et comme on ne sait pas, parce qu'en fait, les communistes annoncent qu'ils voteront en novembre, mais en fait, ils ne vont pas voter en novembre. En novembre, ils vont émettre le contenu du bulletin de vote et on n'a pas la date du vote. Donc, si vous voulez, on est obligé d'avancer parce que sinon, on a peur de rater l'échéance, quoi. Enfin, qu'est-ce que vous pensez du risque de voir la gauche disparaître du second tour de la présidentielle, puisque c'est ce que disent tous les instituts de sondage ? Alors, moi, je n'y crois pas. Je pense que
les instituts de sondage partent du principe que la donne ne va pas changer dans le pays. C'est-à-dire que le taux d'abstention sera quand même malgré tout fort, que toute une série de gens n'iront pas voter. Et nous, on fait le pari du contraire. Oui, parce qu'en règle générale, les gens vont plutôt voter au présidentiel. Hein. Voilà, ils vont plutôt voter au présidentiel. Alors là, bon, on va voir comment les choses se présentent. Nous, ce qu'on dit aux électrices et électeurs, à ceux qui ne savent pas vraiment pour qui se tourner, on leur dit que c'est important, d'abord, de s'inscrire bien sûr sur les listes électorales, et de voter. Parce que en votant, eh bien, ils peuvent dégager. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. François Hollande était ce lundi en visite sur le site des hauts-fourneaux d'ArcelorMittal à Florange. Le président de la République venait expliquer aux salariés qu'en dépit de la fermeture des hauts-fourneaux en 2013, eh bien, il avait respecté l'ensemble des engagements de sa campagne présidentielle de 2012. Tout d'abord, sauver le site et éviter tout plan social. Et selon le chef de l'État, les 629 salariés qui travaillaient sur le haut-fourneau ont été reclassés sur place et aucun n'a été licencié. Il indique aussi avoir obtenu 180 millions d'investissements du groupe ArcelorMittal à Florange et met en avant la création d'un centre de recherche publique pour la sidérurgie lorraine, pour laquelle l'État a déjà débloqué 20 millions d'euros. Alors bien sûr, les syndicats CGT et FO ne l'ont pas entendu de cette oreille. Si les 629 salariés n'ont pas été licenciés, environ 200 seraient partis à la retraite. 400 autres salariés ont été reclassés en interne, la plupart sur le site de Florange, mais sans une garantie de travail pérenne, selon en tout cas c'est les chiffres qu'indique le bilan annuel du groupe industriel. Et puis les syndicats indiquent que Florange comptait au total 2800 CDI en 2011 contre 2100 à ce jour, et qu'entre 1000 et 2000 emplois indirects auraient été perdus chez les sous-traitants. Alors Éric Jamet, est-ce qu'on doit donner à Florange un symbole du quinquennat de François Hollande ? Non, je pense pas qu'on puisse en faire un symbole, parce qu'en fin de compte, alors je partage les chiffres que vous avez donnés et je vais en rajouter quelques-uns. Mittal, ça fait 10 ans qu'il est à la tête d'Arcelor. En 10 ans, il a détruit 10 000 emplois. Donc ça c'est un premier élément. Dans ces 10 années, il y a eu 13 milliards de dividendes qui ont été versés. Donc voilà le bilan de Mittal. Donc bon, non, François Hollande là-dessus, il n'a pas fait grand-chose. Voilà, tant mieux que les emplois qu'une partie des emplois soit conservée, mais c'est pas une réussite. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. C'est officiel depuis le décret publié ce dimanche 16 octobre. Les conditions d'attribution de l'aide personnalisée au logement vont être durcies. Le patrimoine des ménages sera désormais pris en compte dans le calcul des aides personnalisées au logement. Jusqu'au 1er octobre 2016, le mode de calcul de cette aide ne prenait en compte effectivement que le revenu du bénéficiaire. Désormais, si un ménage possède une résidence secondaire ou un patrimoine financier supérieur à 30 000 euros, l'aide diminuera ou sera totalement supprimée. Seules les personnes les plus fragiles, comme les personnes âgées dépendantes et les handicapés, ne seront pas concernés. Ce nouveau mode de calcul est controversé par les responsables HLM et plusieurs associations familiales. Ils estiment que la barre des 30 000 euros de patrimoine est trop sévère et qu'au moins 650 000 foyers seront directement touchés par cette disposition. L'APL, faut-il le rappeler, est la première dépense de l'État en matière de logement pour une dépense annuelle de 15,5 milliards d'euros. Le budget 2017 tient déjà compte d'ailleurs de cette nouvelle règle, puisque le nouveau mode d'attribution induit une économie de 300 millions d'euros sur le budget, donc il va être voté par les députés, le budget 2017. Éric Jamet, est-ce qu'il fallait rétablir un équilibre entre ceux qui possèdent un patrimoine et ceux qui ne possèdent totalement rien ? Non, sincèrement, je pense pas. La barre a été mise, je crois, donc à 30 000 euros. Ce qui veut dire qu'on va aller chercher. En fait, si vous voulez, le problème, c'est ça, quoi. C'est que les gens qui connaissent des difficultés, en fait, ils peuvent même pas avoir d'argent de côté, quoi. Mmh. C'est ça qui est terrible. Donc non, je pense que c'est une mauvaise mesure, qui est en plus que je trouve stigmatisante. Non, c'est pas une bonne méthode.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Le projet controversé de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes a ressurgi ce week-end avec une déclaration dimanche de Ségolène Royal. La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a jugé qu'il valait mieux arrêter les frais à Notre-Dame-des-Landes en se demandant s'il est pertinent de faire prendre des risques pour une infrastructure inadaptée, comme l'ont dit les experts indépendants. Une déclaration qui va à l'encontre du Premier ministre Manuel Valls, puisqu'il a assuré mardi dernier que l'évacuation des occupants du site se ferait dès cet automne, malgré des craintes de violence. À noter, la Cour administrative d'appel de Nantes doit examiner le 7 novembre les recours déposés par les opposants au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes contre les arrêtés préfectoraux qui autorisent les travaux. Est-ce que ces positionnements entre la ministre Ségolène Royal et le Premier ministre Manuel Valls posent sur ce dossier une question de cohérence au sein du gouvernement ? Oui, il y a sans doute une question de cohérence, mais en fait, ce manque de cohérence, je veux dire, il a toujours existé dans ce quinquennat, quasiment. Enfin, il y a pas quasiment pas un jour où on n'entend pas des dissonances dans le gouvernement. Il faudrait répudier Ségolène Royal, par exemple ? Non, moi je m'immisce pas dans ces affaires-là. Ce que je pense, c'est que un aéroport, la décision de construire cet aéroport, c'est une affaire d'État. Donc à partir du moment où c'est une affaire d'État, si référendum devait y avoir, c'était un référendum national où on demande aux Français et aux Françaises s'ils estiment qu'il faut construire un aéroport dans cette région. Voilà. Ils ont bricolé un référendum départemental alors que la région investit, alors que les autres départements sont concernés aussi. Enfin, tout ça frise le ridicule. Bon, en même temps, plutôt que de le faire de manière nationale, déjà le faire régionalement. Ah, c'était le minimum. C'était le minimum. Parce que bien sûr, il y a des investissements de la région sur ce dossier. Voilà, c'était... Donc des impôts. Ouais, c'était le minimum de le faire au niveau de la région. Au moins ça, oui. Ce lundi matin, Bruno Le Roux, le président des députés socialistes, a reproché à Ségolène Royal de prendre le contre-pied de la démocratie. Est-ce qu'il faut effectivement que le référendum s'applique, puisque les étudiants de Loire-Atlantique ont été consultés ? Non, enfin, écoutez, c'est pas à moi de le décider. Ça, c'est au gouvernement de le faire. Moi, je pense que le gouvernement ferait une grosse erreur en se lançant dans une expulsion des gens, enfin des zadistes, des gens qui sont sur la ZAD. Je pense que c'est un projet inutile, qui est coûteux. Franchement, je pense qu'il faut, je veux dire, pour le coup, même Ségolène Royal reconnaît que le projet a été très mal engagé, que toutes les consultations n'ont pas été faites. Il y a des rapports d'experts qui disent que cet aéroport ne sert pas à grand-chose. Donc voilà, quand on engage des millions pour une chose comme ça, faut réfléchir à deux fois. Hein. C'est un partenariat public-privé. Au Manceau, on peut leur dire, pensez au stade Mamarena. Hein. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ce dimanche, la manif pour tous a réuni, selon la police, entre 23 000 et 24 000 de ses militants dans les rues de Paris pour demander à nouveau l'abrogation de la loi Taubira et pour s'opposer à la PMA, qui est la procréation médicalement assistée pour des couples de même sexe. L'objectif de cette manifestation, qui a rassemblé beaucoup moins de monde que lors des les premières manifestations, c'était en 2013, était de peser sur des positionnements de candidats à l'élection présidentielle. Alors quel est le point de vue des partisans en faveur de la candidature de Jean-Luc Mélenchon sur cette question de société qui concerne la famille ? Écoutez, nous, là-dessus, on est naturellement pour le mariage pour tous. Jean-Luc Mélenchon est l'un des premiers rédacteurs de la loi sur le Pacs. Donc c'est des questions qui nous ont toujours préoccupés. Bon, je pense que cette manifestation, c'est vraiment c'est vraiment d'un autre âge, quoi. Qui peut être aujourd'hui contre le mariage pour tous, franchement? Merci Eric Jamet d'avoir commenté l'actualité sur Radio Alpa 107.3. On rappelle que vous êtes co-secrétaire du parti de gauche de la Sarthe et membre du mouvement de soutien à la candidature de Jean-Luc Mélenchon, La France Insoumise. On va se quitter avec votre choix musical. C'est un titre qui s'intitule La loi du marché, un duo entre Cyril Mokaesh et Bernard Lavilliers. Pourquoi ce choix ? Écoutez, au moment où des centaines et des centaines de gens embarquent sur des bateaux pour traverser la Méditerranée, je leur dédie cette chanson.
Merci à Thibaut Rocabois pour la réalisation technique de cette émission qui sera rediffusée ce mercredi à 8h et dimanche à midi. Exceptionnellement, on se retrouvera dans 3 semaines. On vous laisse le soin de bien ingurgiter notre part de votre marché. On vous laisse notre âme sur le bas-côté, endetté, endetté, en détresse, à genoux de chagrin d'avoir fait le baisement à l'austérité, son Altesse. On vous laisse nos hivers, on vous laisse nos étés, de quoi vous distraire et nous faire tomber. On vous laisse libéral démocratisé, chômage à volonté. On vous laisse nos destins s'ouvrir les veines en commission européenne. On vous laisse allonger la peur dans notre lit, mais faut pas toujours croire ce qu'on dit. À Athènes, Apollon a raison de chanter ma liberté. On vous laisse nos hivers, on vous laisse nos étés, de quoi vous distraire et nous faire tomber. On vous laisse nos hivers et notre dignité, De quoi vous distraire pour quelques années. On vous laisse ArcelorMittalisé, à Florange, l'or et l'acier. on vous laisse cet étrange capitalisé sur la précarité. On vous laisse à vos super hyper profits, oh la belle vie. Chez Lidl, le pack de bière a des pulsions suicidaires. On vous laisse nos hivers, on vous laisse nos étés, de quoi vous distraire et nous faire tomber. On vous laisse nos hivers et notre dignité, De quoi vous distraire pour quelques années. Je pense être d'accord avec vous en disant que nous ne formons pas ici un club fermé. Ainsi seulement l'Europe réussira à mettre en valeur le patrimoine total qui est commun à tous les pays. on vous laisse nos frontières se refermer. Hommes à la mer émigrés, cap sur l'Angleterre, depuis la Guinée. T'as le temps d'apprendre à nager. On vous laisse nos frontières se refermer sur la Méditerranée. Enfants de la guerre, cherche un bout de terre pour apprendre à marcher. De quoi vous distraire pour quelques années. De quoi vous distraire et vous en aller. De quoi vous distraire et vous en aller. De quoi vous distraire et vous en aller.